Bonjour audience, prêt pour un nouveau Toon Girls avec un rugissant. Attention, ce Toon Girl sera plus long que la moyenne. Tout simplement parce que je veux vous parler d'une adaptation de mon roman préféré, qui a donné mon animé préféré et qu'il restera un bon bout de temps, je pense. On va parler patrimoine français, mythe du héros et lesbienne avec Eugénie Danglars, personnage de l'animé Gankutsu, le comte de Monte Cristo, en l'honneur de qui je vous provoque en duel avec ce gant vengeur. Je veux vivre au bord de la mer, pas n'importe quelle mer, mais cette mer. Et si tu me quittais demain, je serai toujours là. Et quand le déluge il viendra, peut-être tu ne seras plus là. Là où l'amour existait quand nous étions si jeunes. Et c'est trop pour moi. Le choix n'est pas si clair. Et c'est trop pour moi. D'un côté la fille, de l'autre le sable et la mer. Le Comte de Monte Cristo est un classique, habituellement dénigré par les grands critiques qui y voient un récit bien construit mais un style exécrable. Cette bouderie générale malgré le succès populaire est peut-être due au fait qu'Alexandre Dumas, en plus d'y critiquer les puissants, y fait un parallèle avec les injustices qu'a subi son père Métis sous Napoléon contre lequel il s'est opposé. Ou encore peut-être parce que lui-même, un des auteurs français les plus populaires, avait du sang noir. Pouchkine aussi d'ailleurs, et c'est le père de la littérature russe. Mais nous savons tous bien sûr que même son succès, Dumas ne l'a pas mérité, puisque le avait des littéraires, et qu'il n'a pas écrit un mot de ses romans. Vous l'aurez compris, préférant personnellement l'efficacité d'un Dumas à par exemple les branlettes napoléoniennes de Victor Hugo dit Totor qui s'étendent sur des pages et interrompent le récit, je ne suis pas du tout d'accord avec ces critiques et je raffole du Comte de Monte Cristo. Édition intégrale Robert Laffont, si. C'est un des seuls livres que je possède en double exemplaire, j'en ai un chez moi et un chez ma maman. Jugez de l'usure de la bête. En 2003, les studios Gonzo, à qui on doit d'autres animés sympas mais pas des chefs-d'œuvre comme Samurai 7, Last Exile ou encore Red Garden, ont décidé d'adapter ce gros bijou clinquant et kitsch en un autre genre de gros bijou clinquant et kitsch avec Gankutsu, qui est à mon avis leur chef-d'œuvre. L'originalité de cette adaptation, ce sont d'abord ses visuels. Le chara-design est simple mais soigné, semi-réaliste, avec des décors très réussis, en mélange de traditionnel et de CGI, qui a peut-être un petit peu vieilli. Mais surtout, on use de texturing, c'est-à-dire qu'au lieu d'être colorés, les personnages ont certaines zones remplies avec des motifs qui ne bougent pas avec eux, dans leurs cheveux et leurs costumes. Ça crée tout de suite une artificialité précieuse qui sert tout à fait l'ambiance du roman, surtout la deuxième partie sur laquelle l'adaptation se concentre, et qui présente une société de Parisiens nantis et décadents. Parce que l'originalité de Gankutsu réside là, par rapport aux autres adaptations de Monte Cristo. En plus de mêler des éléments de La Belle et la Bête et de Faust à l'intrigue, les scénaristes de Gankutsu se sont concentrés sur la deuxième partie du roman. Seconde partie qui est, je dois l'admettre, ma préférée, mais qui est souvent très précipitée dans les adaptations. La seule qui rende justice à cette partie du roman, encore qu'elle passe outre des éléments liés à mon personnage préféré, Eugénie Danglars, c'est la mini-série française avec Jacques Weber. Et je vous recommande vraiment cette adaptation. Elle est super kitsch et les moyens étaient pas du tout là, mais le jeu d'acteur est vraiment super et c'est très fidèle. Pour ce qui est de Gankutsu, il serait difficile de vous résumer le roman sans vous gâcher l'intrigue, car dans l'adaptation animée, on prend le point de vue d'Albert de Morcerf, un personnage secondaire du roman, et du point de vue duquel certains événements sont des mystères, alors que quand on a lu le roman en entier et qu'on a eu accès au point de vue du Comte de Monte Cristo, eh bien on sait tout. Pour ceux qui ont lu le Comte de Monte Cristo, ceux qui préfèrent la première partie ne seront peut-être pas satisfaits par l'adaptation Gankutsu. Le début de Monte Cristo, c'est la construction d'un héros. Un héros vengeur qui renaît de ses cendres, un héros mythologique, il est souvent comparé à Ulysse et Persée, mais aussi un héros typique du 19e siècle qui rappelle beaucoup les feuilletons populaires, Eugène Sue et compagnie. Et ces héros, eh bien, ils sont plus faciles à aborder dans une perspective hollywoodienne. Ah, ils les aiment, les grands studios américains, ces héros qui souffrent avant d'écraser leurs ennemis, ces grands hommes blancs, hétéros, riches, auxquels rien ne résiste, et qui ont tout acquis à la force du bras et du cerveau. Bref, ces personnages qui sont aujourd'hui hélas devenus chiants tant ils sont vus et revus. Alors qu'à l'époque, comme je l'ai dit,
le comte de Monte Cristo en tant que héros avait une portée subversive et corrosive. J'ai beau adorer le roman Le Comte de Monte Cristo, ce que je préfère, ce n'est vraiment pas son héros. Ce que je préfère, c'est la multiplicité des points de vue, surtout flagrante en deuxième partie, où on prête autant de bons mots aux gentils qu'aux méchants, ce qui rend tout ce petit microcosme de nantis décadents terriblement humain et attachant malgré la cruauté de certains. C'est peut-être un portrait caricatural, mais ça sonne quand même sacrément vrai. Beauchamp, le journaliste opportuniste mais loyal envers ses amis, qui n'est pas avare de traits d'esprit. Bertuccio, le corse passionné et obsédé par son honneur. Benedetto, l'escroc flegmatique et séduisant. Hermine Danglars, amoureuse de l'amour et désespérément dépendante de ses amants. Franz d'Épinay, le dandy. Et bien sûr, Eugénie Danglars. Elle fait partie d'un trio de personnages qui sont les enfants de 3 symboles du pouvoir. Albert de Morcerf, du point de vue duquel on est dans l'adaptation Gankutsu, est le fils d'un ancien chef de l'armée qui se lance dans la politique. Valentine de Villefort est la fille du procureur du roi, symbole de justice. Et Eugénie Danglars est la fille d'un grand ponte des finances. Mais là où les pères sont avilis et des espèces d'idéaux inversés, leurs enfants disposent eux de certaines vertus. Albert de Morcerf devient donc le héros de l'anime Gankutsu, au lieu du comte de Monte Cristo, ce qui est totalement justifié par l'importance qu'il a dans la seconde partie du roman, son parcours et son évolution. Le personnage commence comme un fat inconséquent, mais termine en faisant preuve d'un véritable courage, là où son père n'est qu'un lâche. Valentine de Villefort, qui est une vraie cruche dans le roman mais devient un peu plus intéressante dans l'animé. Et moi je n'ai que l'affection de mon malheureux grand-père. Mon père me rudoie, ma belle-mère me persécute. Quoi? Madame de Villefort vous persécute? Elle me hait. Maximilien est un homme direct mais droit. Bien sûr, il n'est pas noble, mais c'est un bon soldat sur qui tu peux compter. Et le plus important, bien sûr, c'est qu'il t'aime et qu'il est sincère. Il te rendra sûrement très heureuse. Va-t'en d'ici, Albert! Vous n'êtes que des égoïstes. Mais Valentine... Laisse-moi tranquille. Et la pureté incarnée, là où son père, qui se prend pour la justice, est complètement corrompu. Quant à Eugénie, fille d'un homme grossier et opportuniste, c'est une artiste qui exige du monde des valeurs absolues. Dès la première lecture, j'ai trouvé ce personnage extraordinairement charismatique dans le roman et je m'y suis tout de suite attachée et identifiée malgré son peu d'apparition. D'ailleurs, Dumas est plutôt bienveillant avec elle, même si, comme à tous les autres personnages, y compris Monte Cristo, il lui réserve quelques piques moqueuses. Eugénie est une hautaine artiste solitaire, qui rêve d'être une grande compositrice de piano. Compositrice, et non interprète. Elle n'aspire qu'à la liberté, et voit au-delà du luxe qui l'entoure, devinant la pourriture derrière la soie. Et c'est aussi une lesbienne, pas nécessairement cisgenre, et ça je suis désolée mais vous ne pouvez pas le nier. Je veux bien qu'on me refuse le couple Horatio-Hamlet, mais ça, non. Et Horatio Hamlet, je peux vous dire que c'est quand même sacrément évident. Première preuve qu'Eugénie est queer. Bien qu'elle soit identifiée comme une femme, elle se travestit fréquemment, et est décrite comme belle même dans ses habits masculins. Deuxièmement, la personne avec qui Eugénie passe le plus clair de son temps, c'est son amie particulière, Louise d'Armilly, avec qui elle forme un tableau charmant et qui la trouve plus belle en travesti. Alors, avec une promptitude qui indiquait que ce n'était pas sans doute la première fois qu'en se jouant elle avait revêtu les habits d'un autre sexe, Eugénie chaussa ses bottines, passa un pantalon, chiffonna sa cravate, boutonna jusqu'à son cou un gilet montant et endossa une redingote qui dessinait sa taille fine et cambrée. « Oh, c'est très bien. En vérité, c'est très bien. » dit Louise en la regardant avec admiration. « Mais ces beaux cheveux noirs, ces notes magnifiques qui faisaient soupirer d'envie toutes les femmes, tiendront-ils sous un chapeau d'homme comme celui que j'aperçois là ?» Tu vas voir, dit Eugénie. En saisissant avec sa main gauche la tresse épaisse sur laquelle ses longs doigts ne se refermaient qu'à peine, elle saisit de sa main droite une paire de longs ciseaux, et bientôt l'acier cria au milieu de la riche et splendide chevelure qui tomba tout entière au pied de la jeune fille, renversée en arrière pour l'isoler de sa redingote. Puis, la natte supérieure abattue, Eugénie passa à celle de ses tempes, qu'elle abattit successivement sans laisser échapper le moindre regret. Au contraire, ses yeux brillèrent, plus pétillants et plus joyeux encore que de coutume sous ses sourcils noirs comme l'ébène. « Oh, les magnifiques cheveux !» dit Louise avec regret. « Eh, ne suis-je pas 100 fois mieux ainsi ?» s'écria Eugénie en lissant les boucles éparses de sa coiffure devenue toute masculine. « Et ne me trouves-tu donc pas plus belle ainsi ?» « Ah, tu es belle, belle toujours !» s'écria Louise. Tertio, on a une petite scène assez sympa dans le bouquin. À l'opéra, Eugénie admire Haïdé, la jeune compagne du comte de Monte Cristo. Même l'adaptation en série qui a réduit le rôle d'Eugénie a gardé cette réplique. La femme qui est avec lui est bien belle. Oui, en effet. Qui est-elle ? C'est une grecque, madame. Elle a un corps superbe. Et lui, comment le trouvez-vous? Le comte ? Bien pâle.
Je pense que c'est un être... Et l'équivalent de cette scène dans la série BBC de 64 est super féministe. Et même que Eugénie déconstruit le bullshit des mecs qui sont là ouais mais non, le sexisme c'est un truc d'Orient, en France, et bah tout se passe bien, voilà. Et bah en fait non, hein. Et elle se pose là. I thought she was exquisitely beautiful. What was your impression, mademoiselle? I agree with Madame de Villefort. The girl was beautiful. Her dance was not. You didn't like it? I detested it. But why? Because, Vicomte, for me it symbolized the degradation of my sex. I do not understand. I'm not criticizing her skill and artistry, but the spirit which informed her dance. Oh, come, Eugenie, whatever you say. No, this is most interesting. Pray continue, mademoiselle. Every movement of her body acknowledged the existence of a world in which man is the master. Oh, that is the Oriental attitude, is it not, Monsieur le Comte? Most certainly. It is not one to which I subscribe. Because this is France. And in France, mademoiselle, man is the adoring slave of lovely women. Listen to him. What romantic nonsense, Vicomte. You humiliate us at every turn, and then try to hide the fact by employing ridiculous phrases like that. I've never humiliated a woman in my life. I'd rather cut off my right hand first. Another empty phrase. You know perfectly well you would do nothing so foolish. We are shackled by conventions imposed by men for their convenience. Quatrièmement, elle est comparée par son fiancé qu'elle impressionne, Albert de Morcerf, à Artémis, la déesse grecque. Une déesse vierge chasseresse qui ne vivait qu'en compagnie de femmes et leur interdisait de fréquenter les hommes. En vérité, mon cher, dit Château Renaud, je ne comprends point. À part la mésalliance, et je ne crois point que ce soit cela qui vous préoccupe beaucoup, je ne comprends pas, dis-je, à part la mésalliance, ce que vous pouvez avoir contre Mademoiselle Danglars. C'est en vérité une fort belle personne. Fort belle, certainement, Dit Albert. mais je vous avoue qu'en fait de beauté, j'aimerais mieux quelque chose de plus doux, de plus suave, de plus féminin, enfin. Voilà bien les jeunes gens, dit Château Renaud, qui, en sa qualité d'homme de 30 ans, prenait avec Morcerf des airs paternels. Ils ne sont jamais satisfaits. Comment, mon cher, on vous trouve une fiancée bâtie sur le modèle de la Diane chasseresse et vous n'êtes pas content? Eh bien, justement, j'aurais mieux aimé quelque chose dans le genre de la Vénus de Milo ou de Capoue. Cette Diane chasseresse, toujours au milieu de ses nymphes, m'épouvante un peu. J'ai peur qu'elle ne me traite en Actéon. Cinquio, ça existe ça? Elle est comparée à la poétesse grecque Sappho. Sappho qui a donné Saphique. Est-il utile de développer? Probablement, historiquement, la lesbienne la plus connue. Je suis désolée, mais au 19e siècle, ça s'appelle un coming out. Mademoiselle Danglars était toujours la même, c'est-à-dire belle, froide et railleuse. Pas un de ses regards, pas un de ses soupirs d'Andrea ne lui échappait. On eût dit qu'il glissait sur la cuirasse de Minerve, cuirasse que quelques philosophes prétendent recouvrir parfois la poitrine de Sappho. Et là, je ne fais que vous citer les passages les plus évidents. Et ce côté queer est assez exceptionnel et original d'ailleurs, car le 19e siècle, ère de la morale bourgeoise, n'est pas le plus ambigu en termes de genre. Mais revenons à Eugénie, qui avec toutes ses caractéristiques semble carrément archétypale. Avec Louise, elle forme un couple lesbien bien cliché, butch femme. Mais ce n'est jamais moqué ou présenté de façon négative dans le roman. Au 19e siècle, l'homosexualité n'était pas perçue de la même façon. C'était une chose que l'on faisait, et non que l'on était. Et quelque part, je trouve que cette vision est beaucoup plus souple que nos étiquettes actuelles, même si elles sont évidemment nécessaires politiquement, historiquement. Mais donc les bromances de Dumas, relations platoniques intenses entre hommes, sont bien retranscrites dans Gankutsu. Bien retranscrites. Ça fait forcément écho au yaoi. Et il y a tout un public friand de ça au Japon. Après, on modifie certains éléments dans l'anime, par exemple, on a beaucoup mis en valeur le personnage de Franz. Ainsi, la magnifique amitié qui liait Albert de Morcerf à Beauchamp le journaliste dans le roman est transformée en un lien intense entre Franz et Albert. Franz et Albert, c'est probablement un de mes ships préférés au passage. Et Franz d'Épinay est mon personnage préféré dans l'anime Gankutsu. Il est d'ailleurs à noter que dans l'anime, si relations hétérosexuelles il y a, ce sont d'ailleurs les seules explicitées, les liens entre hommes sont bien plus mis en avant. Les personnages masculins vont d'ailleurs par paire. Albert et Franz, bien sûr, Beauchamp et Debray, Fernand et Edmond, Maximilien et Château Renaud, Baptistin et Bertuccio. À côté, je dois dire que les rôles de femmes, qui elles ne vont pas par paire, sont hélas bien plus limités que dans le roman. Même si certains dialogues bien écrits, inédits à l'animé, les rendent aussi voire plus intéressantes que dans le roman. C'est le cas pour Mercedes, Valentine et Haïdé. Mais en termes de poids et d'impact dans l'intrigue, elles sont moins importantes que dans le roman.
Ça c'est pour laisser la part belle à Albert et en faire un vrai héros. Là où le seul héros qui ressort du roman c'est le comte de Monte Cristo, et qu'après on a beaucoup de petits points de vue qui s'enchaînent. Sinon on a aussi amplifié dans l'animé le rôle d'un personnage qui apparaît à peine et qui était un petit peu queer aussi. La jolie Beppo qui est en fait un garçon. C'est un garçon? Un garçon! Ce qui terrorise ce pauvre Albert. Parce que oui, évidemment, lui et Franz sont tout à fait hétéros, mais qui continue à être décliné au féminin dans l'animé et est doublé par une femme. Ne soyez pas si pressés. Et est vraiment très attachant. Beppo est complètement adorable. Mais pourquoi a-t-il fallu que dans l'animé ils réduisent autant le personnage d'Eugénie, et notamment sa dimension queer? C'est totalement absurde puisqu'ils ont rajouté une dimension queer à certains personnages, et amplifié le rôle de personnage déjà queer. Non, et puis je sais pas quand est-ce qu'ils ont décidé de déqueeriser Eugénie, mais il y a un moment clairement, elle était censée être lesbienne. D'ailleurs, tu la vois avec Louise derrière son piano dans le premier trailer de l'animé, dont on voit certaines images dans l'ending. Là, c'est Eugénie et Louise d'Armilly. Je me gourre pas, hein. En plus, cette petite romance lesbienne, elle aurait sans doute été très bien accueillie, hein. J'ai fait un peu d'archéologie sur DeviantArt d'ailleurs, et j'ai vu qu'il y avait des fanarts d'Eugénie et Louise, avec même un design pour Louise et tout. Les gens auraient kiffé. Physiquement, la grande Amazone brune devient une frêle garçonne blonde dans l'animé. Elle rappelle peut-être un petit peu Sailor Uranus, mais elle a pas sa carrure. Certes, elle est présentée comme plus clairvoyante qu'Albert sur le monde au début de l'histoire. Pour quelle raison faut-il que les hommes divisent le monde avec des remparts? J'ai parfois l'impression que c'est nous qui sommes prisonniers. Et elle conduit même la voiture, mais peu à peu, leur rapport s'inverse, et Albert prend le volant. Au fur et à mesure de l'histoire, dans l'animé, elle devient une demoiselle en détresse, et son mariage auquel elle consent dans le roman pour acquérir sa liberté une fois cette formalité accomplie, devient une espèce de viol symbolique. Bon ok, même pas que symbolique. En un mot commençant, Eugénie devient une sorte de femme dans le frigo pour le développement d'Albert. Elle souffre pour faire évoluer le personnage d'Albert et lui permettre d'avancer. A noter que dans l'animé, Albert sauve Eugénie de son mariage en se travestissant en femme. Alors que dans le roman, Eugénie fuit, après que son mariage ait été annulé, en se travestissant en homme avec son amante Louise d'Armilly. On garde un travestissement, mais dans l'animé, on a un schéma sexiste derrière. Bref, j'adore Gankutsu, j'adore vraiment cette adaptation que je vous recommande absolument. Mais dans cet animé, une fois de plus, les crocodiles sont bien gardés et les lesbiennes invisibilisées, au profit de fanservice un peu yaoi. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut même dire que l'homosexualité dans son entier est invisibilisée dans Gankutsu. Je veux dire, peut-être qu'ils ont extrapolé les sous-entendus d'Uma sur des relations intenses entre hommes, pour le fanservice yaoi, hein. Mais n'empêche que, quand on doit parler de sexe à proprement parler, c'est toujours monsieur qui met sa clé dans la serrure. Ymir, Historia, Uranus, Neptune, Korra et Asami ont le mérite d'exister, mais en attendant, la seule série qui concrétise un peu les relations homosexuelles à l'écran, et encore concrétisée, c'est Steven Universe, qui reste une exception. Mais une série n'a pas pour seule valeur les représentations qu'elle fait des minorités, même si c'est un plus indéniable et qu'on en a besoin. Et donc je vous recommande quand même envers et contre tout la série Gankutsu, et le roman Le Comte de Monte Cristo d'ailleurs. Certes, Eugénie n'est pas ce que l'anime a réussi de mieux. Néanmoins, il y a certains passages qui sont allés dans le bon sens de ma sexualité dans Gankutsu. Tenez par exemple, c'est dans Gankutsu que j'ai vu ma première représentation de masturbation féminine. Dans les médias, on sature de représentations de branlettes potaches avec overdose de mouchoirs et tarte aux pommes. Mais de masturbation féminine, que nenni. Et vous savez quoi, en voir une de temps en temps ça fait du bien et ça désacralise sacrément la chose. Même si la première fois que j'ai vu cet épisode et cette branlette, c'était avec mon frangin et j'avais 14 ans et lui 12. Et c'était sacrément gênant. Mais Valentine de Villefort. Mais c'est pas possible, c'est défilé national là, qu'est-ce qui se passe? Valentine de Villefort, qui est une sacrée cruche dans le roman mais devient un peu plus intéressante dans l'animé, et la pureté incarnée là où son père, qui se prend pour la justice, est mais cassez-vous! Mais c'est pas possible! Valentine de Villefort, qui est une sacrée cruche dans l'animé. Valentine de Villefort, qui est une sacrée cruche dans le roman. Valentine. Toi, casse-toi, Roger! Allez, va faire ta vie ailleurs. Allez, dépêche. Mais cassez-vous! J'ai décidé de partir en voyage pour trouver quelque chose à aimer. Quelque chose qui saurait faire naître au fond de mon cœur une passion profonde. Cesse de vouloir te présenter en héros. Tout ce qui t'intéresse, c'est de satisfaire tes pulsions. France, non!
Quel merveilleux cadeau que la jeunesse et l'insouciance. Till I strike.